de vous accueillir pour cet premier atelier de l'après-midi, pour ceux d'entre vous qui ont choisi le bilan carbone des entreprises. Je vais me présenter brièvement. Je suis Raphaël Montfort. Je suis tombé dans le climat il y a une grosse dizaine d'années maintenant, avec une vie très peu durable à l'époque. Et les 10 dernières années de ma vie, ça a été essentiellement causer dans le poste et accompagner des acteurs économiques, publics et privés dans leur transition vers un modèle décarboné. Une passion assez dévorante qui m'a aussi pris sur des heures de temps personnel et qui m'a amené à tout un tas de conclusions que j'ai eu envie petit à petit de partager pour faire progresser les clients. Et c'est ce métier-là qu'on fait du côté du bureau d'études Conseil d'impact. Et on a décidé de partager ce segment avec un de nos partenaires, qui est Econos, avec Mathieu Grégory, qui est ici, et qui va approfondir avec vous dans la deuxième partie de l'exposé des questions sur vraiment la mécanique des bilans carbone, sur tout ce qui concerne notamment les notions de ratio monétaire, et puis un petit mot aussi sur les évolutions des réglementations, et notamment des réglementations européennes, sur des sujets comme par exemple la CSRD, mais je laisserai Mathieu en parler plus en détail tout à l'heure. Alors, depuis ce matin, je trouve ça super d'ailleurs d'intervenir à 15h, parce que vous avez déjà reçu plein de messages depuis ce matin. Je pense qu'on peut faire une synthèse des deux grandes problématiques qui se posent pour les acteurs économiques, avec deux contraintes principales. La première qui est la contrainte que j'appellerais la contrainte ressources, c'est-à-dire que malheureusement, on vit sur une planète qui a un rayon de 6400 km et on n'a pas trop les moyens de l'étendre. Et donc la quantité de ressources matérielles qui est à notre disposition à l'intérieur de cette écorce terrestre, elle est en quantité finie pour la plupart. Et puis la deuxième, c'est évidemment cette question du climat et de combien de temps est-ce que les activités économiques vont pouvoir continuer à engendrer des émissions qui, évidemment, ont des effets rétroactifs sur nos activités qui sont peu sympathiques. Alors j'ai synthétisé ça sur ce schéma. Alors pour ceux qui étaient là en début d'après-midi, vous avez déjà eu un avant-goût de ce schéma qui est passé tout à l'heure. Donc vous avez ici mes deux contraintes, la contrainte d'émission à gauche et puis la contrainte de ressources finies à droite. Et j'essaie de vous synthétiser ça en vous disant, voilà, c'est quoi finalement pour un acteur économique le risque de dépendre d'une manière ou d'une autre dans ces processus du carbone. Alors d'abord, il y a un premier point qui est évident, mais qu'on a tendance à un peu oublier parce qu'on habite en zone tempérée en Europe de l'Ouest, qui est le risque opérationnel direct du climat sur les activités des entreprises et des acteurs. Alors ça, par exemple, si vous allez discuter avec un vigneron du Languedoc, c'est quelque chose qui est tout à fait palpable pour lui. Ça fait déjà des années qu'il est obligé de s'équiper d'une assurance professionnelle parce que une année sur deux, une année sur trois, il sait qu'il a une perte de récolte qui est massive à cause du réchauffement et de la sécheresse sur le bassin méditerranéen. Donc c'est ce type de risque-là dont on parle, et c'est un des sujets vraiment montants, notamment pour les entreprises multinationales qui sont implantées dans plusieurs zones de la planète, que de se poser la question, est-ce que mes infrastructures, est-ce que ce qui supporte mon activité est capable de résilience face à des événements climatiques peu sympathiques et croissants en l'occurrence. Ensuite, il y a la deuxième contrainte évidente en direct qui est combien de temps je peux continuer de m'approvisionner, ou plus largement, est-ce que je vais continuer à pouvoir avoir un modèle économique rentable avec des ressources qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont en raréfaction, et donc avec des tendances de prix qui nécessairement, sur le fond, sont haussières. Alors ici, ce risque-là, il se décline d'une autre manière, qui est indirecte, mais qui est tout aussi palpable. C'est l'idée que ce risque d'approvisionnement porte aussi sur mes clients et sur mes fournisseurs. Et de cette manière-là, eux peuvent être mis sur un risque du même type d'approvisionnement. Et donc, par effet ricochet, je risque de voir mon portefeuille de clients ou mes chaînes d'approvisionnement amont qui sont impactées parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'approvisionner correctement. Alors il y a plein d'exemples de ça. Celui que je donne très souvent, c'est l'exemple de Peugeot, à l'époque de Fukushima, pour ceux qui avaient suivi ces actualités industrielles à l'époque, qui avait un fournisseur de pigments de peinture qui se trouvait au Japon, dans la zone d'exclusion de Fukushima. Le jour où Fukushima a eu lieu, on s'est rendu compte que sans peindre les voitures, c'était quand même beaucoup plus difficile de les vendre. Alors après, il y a, je dirais, un sujet sur lequel, malheureusement, trop souvent encore, je trouve, on est sur du domaine de la voiture-balai, qui est le régulateur, qui finira de toute façon, à un moment donné, par durcir les contraintes. Elles sont déjà existantes en partie en France, mais elles sont encore relativement légères, et il semblerait quand même que la tendance communautaire et française soit d'aller vers une contrainte grandissante pour les acteurs d'évaluer et de réduire leur empreinte climatique. Et puis enfin,
un sujet qu'on connaît tous, je pense, assez bien par notre cerveau citoyen, qui est qu'il y a un certain nombre d'organisations non gouvernementales, et puis il y a d'une manière générale la société civile, qui a des attentes grandissantes vis-à-vis des acteurs économiques sur leur empreinte climatique. Et ça présente des risques d'image qui sont significatifs pour tout un tas d'activités. Alors en général, j'ai tendance à dire à nos clients que c'est une bonne affaire finalement notre métier, parce qu'avec une stratégie bas carbone, eh ben, un plan d'action me prémunit contre tous ces risques en même temps. Un petit mot sur de quelles émissions on parle. Jusqu'à il y a quelques années, je ne vous cache pas qu'il y avait des grands sujets fourre-tout sur les émissions. On parlait de compensation, on parlait de neutralité. On voyait souvent que les acteurs qui en parlaient n'avaient pas vraiment de notion précise de ce dont on parle. Il se trouve que depuis 2 ans, on a la chance d'avoir eu un certain nombre d'intervenants de ces sujets-là qui se sont mis autour d'une table pour cadrer la méthodologie de manière globale sur la neutralité des acteurs économiques. Je présente ici donc le cadre méthodologique de Net Zero Initiative qui a été mis en place en France par Carbone 4 et un ensemble d'entreprises qui étaient intéressées pour justement avoir une structure de décomposition du sujet des émissions. Alors vous avez ici en haut une grande baignoire, qui est l'atmosphère, dans laquelle l'humanité ajoute des émissions qu'on appelle émissions anthropiques, puisque c'est bien l'humanité qui les émet. Et puis, en dessous, vous avez un certain nombre de puits qui peuvent être naturels ou technologiques. Alors, spoiler alerte, ils sont beaucoup plus naturels que technologiques aujourd'hui, qu'on appelle les forêts, les océans, et qui permettent de venir capter une partie de ces émissions. Alors du côté gauche de ce graphique, vous voyez qu'on a déjà 2 piliers qui se détachent sur la réduction des émissions. Je peux agir d'abord sur le pilier A, qui est mes propres émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions-là, elles peuvent être soit directement chez moi, ou alors elles peuvent être dans ma chaîne de valeur. Elles peuvent être chez mes fournisseurs, elles peuvent être chez mes clients. Elles sont d'une manière générale dépendantes de mon activité, d'une manière ou d'une autre. Et si je retirais mon activité, en fait, ces émissions n'auraient pas lieu. D'accord ? Donc ça, c'est le pilier A, c'est mes émissions. Et je dirais que sans ce pilier A, on n'a pas de crédibilité pour parler des 2 autres. Il faut vraiment retenir que le pilier A, c'est quand même celui qui nous intéresse de manière prédominante pour l'instant, et c'est aussi celui qui est le plus mûr, puisque ça fait maintenant pas loin d'une petite vingtaine d'années qu'on s'intéresse à ce sujet-là et qu'on sait faire des calculs de bilan de gaz à effet de serre sur le pilier A. Ensuite, on va trouver le pilier B, ce qu'on appelle les émissions évitées. Alors, dans le numérique, c'est ce qu'on appelle souvent l'IT for Green, c'est-à-dire est-ce que je peux, avec mon métier, réduire les émissions chez quelqu'un d'autre, qui peut être dans ma chaîne de valeur ou en dehors, et contribuer ainsi à la transition d'un autre acteur économique. Alors, si en plus cette personne-là se trouve dans mes fournisseurs ou dans mes clients, bah c'est bingo, parce que je vais gagner sur mon pilier A en réduisant mes émissions puisque je réduis les siennes, et puis je vais aussi faire augmenter mon pilier B. Donc dans le A, c'est smaller is better, dans le B, c'est bigger is better. Et puis ensuite, on a un 3e pilier qui a été extrêmement malmené depuis une quinzaine d'années, qui est en train maintenant de trouver une forme de raison, qui a été surtout illustré par la compensation, et je pourrais éventuellement en parler brièvement dans les questions-réponses tout à l'heure. Et donc ici, maintenant, on ne parle plus de compensation. Cette terminologie a été remplacée dans Net Zero Initiative par la notion de contribution à la neutralité planétaire, puisque vous le savez peut-être, l'ADEME a déjà émis des avis techniques là-dessus. Parler de neutralité à l'échelle d'une entreprise n'a pas de sens. La neutralité n'est que planétaire ou elle n'est pas, et donc les entreprises n'ont qu'une possibilité, c'est de contribuer à la neutralité planétaire. Donc de grâce, il faut que les politiques marketing cessent dans le sens de la communication sur la neutralité des acteurs. Ce n'est pas un acteur qui est neutre, c'est un acteur qui contribue à la neutralité de l'ensemble. Donc là, je vais vous parler un tout petit peu plus en profondeur du pilier A, qui est quand même notre grande spécialité. On travaille actuellement au développement des méthodologies, enfin de l'application des méthodologies du pilier B, notamment sur le numérique. Et le pilier C, pour l'instant, c'est encore quelque chose d'assez exploratoire. Alors le pilier A, c'est une démarche projet assez classique finalement, dans laquelle on va chercher d'abord à venir définir un périmètre de travail. On va le voir après, donc je vais reporter au slide suivant cette réflexion. Et puis ensuite, on considère, avec l'adage bien classique, que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, ou tout du moins ne s'améliore pas. Donc on va mesurer. Ensuite, on va se poser les bonnes questions pour se dire comment est-ce que je peux réduire, et c'est quoi les actions qui vont me permettre de réduire, qui dépendent évidemment de mon métier, qui dépendent de ma chaîne de valeur. Et puis ensuite, on va agir pour réduire. Et à l'issue de ça, on aimerait idéalement pouvoir piloter et insérer directement les indicateurs climatiques dans le pilotage et la gouvernance de l'entreprise. Alors il y a plusieurs méthodes qui proposent ça. Quand j'ai commencé ce métier, c'était encore des choses qui étaient disparates. Aujourd'hui, il y a quand même un cadre normatif qui est assez bien fait,
qui encadre l'ensemble de ces pratiques. C'est la norme ISO 1464 et 1469. Alors pour la petite histoire, on a beaucoup de chance en France, puisque le bilan carbone est né du cerveau de Jean-Marc Jancovici, en l'occurrence en 2002 pour l'ADEME. Et il se trouve que les normes ISO ont été directement dérivées des travaux qui avaient été faits pour le bilan carbone et qui ont ensuite aussi eu des faits de s'imposer sur le cadre international de Greenhouse Gas Protocol. Donc d'une certaine manière, sur la mesure d'empreinte climatique et de performance climatique, la France a été très avant-gardiste depuis une vingtaine d'années. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On voit qu'une bonne partie des cadres méthodologiques qui sortent sont issus de France. Alors, juste une petite note technique ici, c'est qu'on utilise systématiquement la tonne de CO2 équivalent comme unité. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici, mais l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de gaz à effet de serre et qu'ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs de réchauffement planétaire et que les scientifiques nous ont permis de nous équiper d'un dispositif qui va ramener l'ensemble de ces émissions de gaz à une unité commune qui nous permet de les sommer et de suivre un indicateur, ce qui est tout de même bien pratique, qui est la tonne de CO2 équivalent. Alors, il y a 3 périmètres qu'on situe en général dans un bilan carbone. Et le premier périmètre, je vais commencer par celui du bas, c'est le périmètre temporel qui est en général un pas de temps d'une année. On va essayer de le calquer sur un bilan comptable et l'idée, ça va vraiment être de se dire, OK, sur une année d'activité, combien est-ce que j'émets de gaz à effet de serre ? Et puis ensuite, on a 2 périmètres qui se croisent pour donner un résultat matriciel qui peut être plus ou moins complexe selon la taille et la complexité des modèles économiques des organisations avec qui on travaille. Ça va être d'abord un périmètre organisationnel. Qu'est-ce que je compte? Où je m'arrête? Quelles sont les filiales que j'inclus? Celles que je n'inclus pas? Pourquoi est-ce que je les prends? Est-ce que je ne les prends pas? Avec évidemment toutes les justifications qui s'imposent. Et puis ensuite, un périmètre opérationnel qui lui correspond à vraiment quel poste d'émission de gaz à effet de serre je retiens dans la méthode. Et sur ce troisième point, nous, on essaye de pousser nos clients un maximum parce que plus j'ai le réflexe de réduire ce périmètre, moins ma vision stratégique est complète et moins je vais pouvoir lire correctement ma dépendance au carbone. Donc je vous renvoie au début de ma présentation. Je perds de la vision, je suis de plus en plus victime de cécité si je cherche à réduire le périmètre. Donc l'idée ici, c'est pas du tout de faire un instrument de communication pour faire beau sur la photo, c'est au contraire de prendre un périmètre vaste qui va nous donner une lecture stratégique de l'activité. Alors les périmètres opérationnels, ça ressemble à ça. Vous l'avez un petit peu vu tout à l'heure dans la présentation des 2 jeunes filles du collectif étudiant. Vous avez ici les gaz à effet de serre en haut, le périmètre central qui est ce qu'on appelle dans le jargon un peu le scope 1, c'est-à-dire vraiment ce qui est émis par l'entreprise. Et puis ensuite, vous allez avoir le scope 2, c'est l'électricité ou la chaleur qui est utilisée par l'entreprise, donc des choses qui sont très connectées directement avec le process de l'entreprise. Dans le tertiaire, il faut savoir que le scope 1 et le scope 2, c'est en général strictement inférieur à 20% du bilan. C'est des scopes qui sont très significatifs dans l'industrie en général. Et puis ensuite, on va trouver ce qu'on appelle le scope 3 amont, donc tout ce qui est à gauche de ce graphique ici. Donc on va aller chercher l'ensemble des achats de biens et de services, on va aller chercher le fret qui a servi à acheminer ces biens et ces services aux portes de l'entreprise, on va aller chercher le déplacement domicile-travail et les déplacements professionnels des salariés, mais aussi les déplacements des visiteurs de l'entreprise. Vous le verrez dans le deuxième atelier, pour ceux qui restent sur l'atelier d'Éric tout à l'heure, pour un club comme le Loup Rugby, le déplacement des spectateurs, à l'évidence, c'est un poste significatif du bilan qui demande qu'on s'y intéresse. Voilà. Et puis ensuite, on a tout le scope 3 aval. Et dans le scope 3 aval, on va trouver essentiellement l'usage des produits. Alors là, la manière très simple d'illustrer les choses, c'est imaginer le bilan de Renault, par exemple. Dans le bilan de Renault, si on veut faire le métier correctement, il faut à l'évidence compter les émissions des véhicules automobiles vendus par Renault pendant la totalité de leur durée de vie. Donc, dans le bilan de Renault, il va y avoir jusqu'à la fin de vie des automobiles pendant les 14-15 années durant lesquelles elles vont être émissives. Et donc, à l'évidence, pour Renault, il y a un intérêt majeur à aller réduire la consommation des véhicules, puisqu'on va jouer sur la totalité de la durée de vie du produit. Donc ça, c'est vrai pour tout un tas d'activités. Et puis, un poste qui est apparu plus récemment, on va dire, qui a beaucoup été débattu ces dernières années, mais qui maintenant fait plus débat et est inclus dans les bilans, c'est la question des portefeuilles d'actifs, des portefeuilles financiers, qui fait également partie de l'empreinte de l'entreprise. Donc si vous avez des actifs financiers, ça contribue à alimenter aussi votre pilier A. Je crois que c'est mon dernier slide avant de te passer la main, Mathieu. Je vais juste parler brièvement de comment est-ce qu'on fait un calcul. Alors j'ai souvent tendance à dire que dans notre métier, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de maths parce qu'on passe notre temps à faire des sommes de multiplication. Donc un bilan carbone, c'est une somme de multiplications. Les multiplications, c'est quoi? C'est ce que je vous ai mis ici. Vous allez avoir d'un côté ce qu'on appelle des unités d'œuvre.
qui sont en général des unités comprises par le métier, par le client, l'acteur économique. On va parler de kilomètres parcourus par les salariés, de repas consommés le midi au restaurant d'entreprise ou de kilo-euros d'achat de services, par exemple, de services d'assurance, ici dans l'exemple que j'ai pris. Et puis, on va multiplier ça par ce qu'on appelle un facteur d'émission. Et un facteur d'émission, c'est justement un facteur de conversion entre l'activité économique et le carbone. Donc, quelques exemples ici. Un kilomètre de voiture en France, par exemple, c'est en moyenne 193 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Évidemment, il s'agit ici d'une moyenne, on peut avoir des variations. Donc si on a des données plus précises, on peut descendre évidemment plus dans le détail, avoir des facteurs d'émission plus précis. Et si on ne me donne pas de données plus précises, je vais considérer que la moyenne du parc automobile de l'entreprise tourne autour de 193 grammes par kilomètre. Alors on voit se détacher de ce mode de calcul déjà deux grandes familles de leviers qui nous serviront pendant le plan d'action, qui suivra la phase de mesure. D'une part, tous les leviers de sobriété qui vont tomber à gauche, avec l'idée de consommer moins d'unités d'œuvre et donc émettre moins. Et puis ensuite, une deuxième famille de leviers qui vont tomber sur la partie droite, qui est comment est-ce que je fais pour que mes facteurs d'émission s'améliorent, autrement dit, comment je travaille l'efficacité de mes facteurs d'émission. Voilà, je te passe la main Mathieu pour creuser cette question des ratios et vous parler un peu de réglementation. Merci, je pense que vous m'entendez tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà un grand merci à Raphaël pour cette explication de la comptabilité carbone. J'espère que vous avez bien suivi parce que je vais m'appuyer sur de nombreux éléments qui ont été présentés par Raphaël. Je vais maintenant vous présenter comment on va au-delà. Donc, on vous a présenté la comptabilité carbone. Moi, je vais essayer de vous présenter comment nous œuvrons tous les jours pour démocratiser le bilan carbone, pas seulement en France, mais en Union européenne et en commençant par la Roumanie. Donc, tout d'abord, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Mathieu et après un master en politique environnementale à Sciences Po, j'ai décidé de rentrer en Roumanie, un pays que je connais bien. Ça fait maintenant 8 ans que je vis en Roumanie, où j'ai eu la chance de faire mon lycée. Je suis rentré en Roumanie pour un stage chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers, un Big Four, dans leur département environnement. Dans leur département environnement, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient aucune expertise sur le bilan carbone. J'ai tout de suite compris la nécessité, le besoin de fonder Econos, un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable, dont le service principal réside dans les bilans carbone. À partir du bilan carbone, nous réalisons une analyse des émissions GES d'une entreprise, donc comme l'a expliqué Raphaël, mais surtout nous offrons des solutions de réduction pour limiter l'impact des entreprises au maximum. Donc, pour réaliser ce bilan carbone, il existe de nombreux logiciels en Europe, autant en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Donc j'ai réalisé un benchmark, je suis allé les voir une dizaine, une vingtaine, et j'ai toujours eu la même réponse. Un accord de principe, ok, pourquoi pas, développer notre logiciel en Roumanie pour tes clients. Mais toujours quelque chose qui ne m'allait pas, c'est la nécessité, d'après eux, d'utiliser des facteurs d'émission que l'on a déjà en France, en Angleterre, en Allemagne. Donc, ces facteurs d'émission d'Europe occidentale, moi, ils me posent problème parce qu'ils ne relatent pas de la réalité de la Roumanie. Par réalité de la Roumanie, j'entends un pays qui a une émission en tonnes CO2, en kilogrammes CO2 équivalent par capita, qui est moitié moins importante que la France. J'entends un pays dont le système de traitement de déchets est malheureusement très mauvais en recyclage. On a 13% de recyclage en Roumanie, ce qui fait le plus faible taux d'Europe. On a le plus grand taux de mise en décharge des déchets à 54%. Mais on a aussi des bonnes nouvelles, on a aussi des bons éléments. On a 40% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, ce qui fait de la Roumanie un des leaders dans l'énergie renouvelable en Union européenne. Et on a surtout 25% du territoire de la Roumanie qui est occupé de forêts. Ces 25%, ils sont surtout en Transylvanie. Donc c'est le territoire qui est plus vers la Hongrie et la Autriche, le pays de Dracula, pour ceux qui ont entendu parler de Dracula. Et ces forêts, en Roumanie, contribuent au stockage du carbone en Europe, mais aussi au niveau mondial, et ce qui explique en partie les émissions par capita qui sont moindres en Roumanie qu'en France.
Tout ça pour revenir à Impact. Quand j'ai rencontré Impact, étoile du groupe Constellation, aujourd'hui représentée par Raphaël, et qui est spécialisée dans les stratégies bas carbone, le discours était tout autre. Impact m'a posé une condition à toute collaboration, la nécessité de créer une base carbone en Roumanie pour pouvoir approfondir nos résultats sur le bilan carbone avec des facteurs d'émissions spécifiques et qui relatent justement des réalités que je viens de vous citer. Donc autant vous dire que le défi était de taille. La Roumanie, comme les pays de la région d'Europe centrale et orientale, a la fâcheuse tendance d'être en retard sur de nombreux sujets, et en particulier sur les sujets de développement durable. Aujourd'hui, encore, les seuls facteurs d'émissions qui existent en Roumanie se comptent au nombre d'une quinzaine, donc un peu plus que sur les doigts de la main. Et c'est extrêmement limité. Aujourd'hui, on a des facteurs d'émissions sur la combustion du gaz naturel, donc, que vous voyez là, sur l'énergie électrique du SEN, c'est le mix énergétique roumain, et on a aussi la combustion des énergies renouvelables. Ce qui est assez simple, mais c'est zéro. Aujourd'hui, pour réaliser les bilans carbone, nous complétons ces données en Roumanie avec des données que nous avons du GIEC, de l'IEA, de l'Agence internationale d'énergie. Mais ces données, elles font surtout référence au scope 1 et scope 2. Comme vous a présenté Raphaël précédemment, le scope 1 et scope 2 dans une entreprise du tertiaire, ça représente en moyenne 20%. Donc comment analyser le bilan carbone entier de 80% des émissions restantes des entreprises tertiaires en Roumanie? C'est là que notre projet bilan de base carbone prend forme et surtout la priorité que nous donnons sur la réalisation de ratios monétaires. Qu'est-ce qu'un ratio monétaire? Donc un ratio monétaire, c'est un facteur d'émission, comme vous a expliqué Raphaël, mais un facteur d'émission très particulier. Un facteur d'émission, un ratio monétaire, pardon, il témoigne de la production CO2 équivalent nécessaire à la réalisation d'un service ou d'un produit. Donc là, par exemple, nous avons l'exemple qui avait été cité aussi précédemment. Pour une entreprise française qui a dépensé 1 000 € durant l'année du reporting dans des frais de prestation de conseil, on va multiplier cela par un ratio monétaire de 110 kg CO2 équivalent par K euros, ce qui va nous donner un résultat de 110 kg CO2 équivalent. Je pense qu'il ne faut pas être expert en développement durable pour comprendre que l'utilisation de ratios monétaires français, basés sur les émissions françaises de certains secteurs d'activité par rapport à leurs valeurs financières, ne peuvent pas s'appliquer à l'étranger. Déjà que les ratios monétaires ont un taux d'incertitude de 60%, on s'imagine facilement que 1 000 € en France ne valent pas 1 000 € en Roumanie. Ce qui nous amène dès aujourd'hui à créer nos ratios monétaires, nos facteurs d'émission. Pour cela, aujourd'hui, nous utilisons une approche bottom-up, dans laquelle, en fonction des émissions, des bilans carbone des entreprises du secteur du conseil, en l'occurrence, dont nous avons réalisé le bilan carbone, nous réalisons des moyennes par 1 000 € facturés, combien de CO2 équivalent cela équivaut. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de notre projet de base carbone nationale en Roumanie. L'approche est tout autre. On ne parle plus de bottom-up, mais bien de top-down. Donc au lieu d'aller voir toutes les compagnies présentes en Roumanie, on va plus s'appuyer sur des statistiques nationales. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité. Donc en Roumanie, c'est l'application du code NAS européen qui s'appelle le code CAEN, qui je pense est l'équivalent du code NAF, par exemple ici en France, que l'on va diviser par la valeur ajoutée qui a été créée dans ce secteur d'activité durant la même année, à laquelle nous allons soustraire la part d'import-export pour éviter le double comptage. Cela va nous donner un chiffre, un ratio monétaire, comme celui que nous avons présenté auparavant pour la France. Donc, ce projet de création de base carbone en Roumanie, il est essentiel parce qu'il accompagne aussi des directives européennes qui vont rendre obligatoire le bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, avec l'avènement de la CSRD. La CSRD, qu'est-ce que c'est? La CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui fait partie du Fit for 55, qui est un ensemble de lois et de directives
qui vise à permettre la réalisation de la réduction de 55% de nos émissions en Union européenne d'ici 2030. La CSRD, en tant que projet, a été approuvée le 21 avril 2021 par la Commission européenne, ce qui a fait naître l'EFRAG. L'EFRAG, c'est l'organe européen en charge de la construction des normes de reporting de durabilité en Europe. C'est l'objectif principal de la CSRD. En effet, on l'a présenté, je pense, tout au long de cette journée, il existe aujourd'hui de nombreuses certifications, méthodologies et recommandations pour réaliser des bilans carbone, que ce soit en France, en Roumanie ou partout en Europe. Aujourd'hui, par exemple, le Scope 3 est encore optionnel dans de nombreux pays, ce qui permet aux entreprises de choisir les émissions à étudier. Mes camarades de Sciences Po ont précédemment relevé l'exemple de Renault, qui peut encore décider de prendre en compte ou non l'utilisation des voitures vendues. Cela pose un majeur problème de transparence et surtout de comparaison des données. Comment comparer Renault et Volkswagen si une des entreprises ne prend pas en compte 90% de ses sources d'émissions? D'où la naissance de l'EFRAG et de la CSRD. L'EFRAG travaille aujourd'hui sur une nomenclature européenne de reporting de durabilité des entreprises, ce qui permettra bientôt la comparaison entre une entreprise opérant en France avec une entreprise opérant en Roumanie ou en Allemagne ou n'importe où en Union européenne. Ce reporting de durabilité sera inclus dans la CSRD qui viendra compléter la NFRD, déjà appliquée depuis 2018 ou 2019 et qui oblige aujourd'hui à 12 000 entreprises de réaliser un rapport ESG. La CSRD, comme je vous l'ai dit, a déjà été acceptée en tant que projet. Les prochaines étapes, c'est en octobre 2022, l'acceptation des normes de durabilité qui sont actuellement développées par l'EFRAG, et d'ici 2023, l'obligation pour tous les États membres d'appliquer cette directive européenne dans leur droit national. Ce qui veut dire que dès 2023, les grandes entreprises, donc est considérée comme une grande entreprise, une entreprise de plus de 250 employés, de plus de 20 millions de chiffres d'affaires et ou de plus de 40 millions de bilans d'actifs. Donc cette CSRD va obliger pour ces grandes entreprises d'ici 2023, donc d'ici 2024 pour leur bilan carbone 2023, de réaliser ce rapport ESG qui prendra en compte donc ce rapport ESG plus des normes de reporting sur la durabilité. Ce qui est intéressant, c'est que le scope de la CSRD ne s'arrête pas à la aux grandes entreprises, comme c'était le cas pour la NFRD. Aujourd'hui, on parle aussi des PME, qui représentent dans la plupart des économies européennes la majorité des entreprises. Donc bientôt, d'ici 2026, les PME sont aussi obligées de réaliser un rapport ESG qui prendra en compte un reporting sur la durabilité, dans lequel on trouvera notamment la présence du bilan carbone. Donc, la CSRD agrandit donc le scope des entreprises concernées, premièrement, mais aussi le scope des rapports ESG à étudier. Donc, en plus du rapport ESG qui est déjà imposé de la NFRD, qui oblige aux grandes entreprises de reporter sur leurs pratiques de respect de la parité dans l'exécutif, de mise en avant des minorités, du respect des droits de l'homme, on va trouver, et ça c'est nouveau avec la CSRD, du reporting sur la durabilité de l'entreprise. Donc, par ce rapport sur la durabilité, nous allons trouver en son centre un bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, qui sera obligatoire à réaliser pour les 3 années précédentes. À partir de ce bilan carbone, nous allons avoir une description des principaux risques qui sont liés à l'activité professionnelle de l'entreprise. Pour finalement mettre en place, et c'est là où c'est le plus intéressant et le plus important, des politiques de réduction des émissions des entreprises pour respecter les accords de Paris. Donc aujourd'hui, nos connaissances sur la CSRD sont encore limitées, autant par le temps, je ne voudrais pas couper la parole, le temps de parole des prochains intervenants, que par la disponibilité des données. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est des draft reporting. L'EFRAG travaille encore à la réalisation de ces normes sur la sustainability qui seront bientôt disponibles d'ici octobre 2022. Je pense qu'il faut retenir aujourd'hui
c'est la mise en avant du bilan carbone comme outil essentiel à la réduction de nos émissions en Europe. Moi, on me demande souvent, et de plus en plus grâce à des journées comme celle-ci, de sensibilisation des décideurs en entreprise. Et par ailleurs, je remercie encore une fois l'équipe de Constellation pour cette invitation. Comment contribuer, par où commencer pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Ce que je réponds toujours, c'est commencer par un bilan carbone. Parce que je pense profondément qu'ensemble, nous, Européens, nous contribuerons à la lutte contre le changement climatique en démocratisant le bilan carbone. Merci beaucoup pour votre attention. Super. Merci Mathieu pour l'intervention. Alors, on vous a parlé d'un sujet un tout petit peu technique et je m'en excuse. On va avoir un tout petit peu de questions. J'ai entendu plein de citations inspirantes depuis ce matin. Moi, je voulais vous en livrer une qui prend justement le contre-pied de la technique. C'est Philippe Vachette, qui est un expert d'économie circulaire qui est dans ma région, en Rhône-Alpes et particulièrement en Savoie, qui a dit qu'aux problèmes de l'époque, les solutions sont un peu techniques, beaucoup économiques et passionnément culturelles. Voilà, je soumets ça à votre sagacité et on est évidemment disponible avec Mathieu pour répondre aux questions s'il y en a dans la salle. Ouais, bah allez-y. Oui. Je voulais savoir, dans les entreprises que vous rencontrez, notamment celles qui démarrent ces démarches-là, est-ce que c'est généralement la direction financière qui mène ce travail de bilan carbone dans une logique un peu capitale, ou est-ce que c'est plutôt une direction RSE ou d'autres équipes? Alors non, la demande, elle vient quasiment jamais à ma connaissance de la direction financière. Par contre, on va tout de suite aller frapper à la porte de la direction financière une fois que le mandat est donné. En général, je dirais que c'est souvent la direction RSE ou la direction générale, selon la taille de la structure, qui va s'intéresser à ces sujets-là. Par contre, faire un bilan carbone, ça fait appel à beaucoup de données de l'entreprise. Et aujourd'hui, je dirais qu'on s'appuie sur le corps de reporting existant, qui existe depuis 2 siècles, qui s'appelle la comptabilité. Et donc ça va nécessiter forcément d'aller parler avec la direction financière. Oui, allez-y. Dans toute cette comptabilité carbone, que sont devenus les certificats verts, les obligations avec les obligés et puis les consommateurs? Je trouvais ça très vertueux parce que facile à mettre en œuvre, ça ne coûtait pas. Et ça montrait bien que ceux qui vendaient les choses carbonées avaient une obligation de demander Ouais. consommer de réduire. C'est devenu quoi? Ça existe Alors non, ça existe encore. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une foire d'empoigne de ces instruments. Il y en avait dans tous les sens. Une bonne partie était issue du protocole de Kyoto, qui avait mis en place un système qui s'appelait le mécanisme de développement propre, dans lequel les pays du Nord s'engageaient à faire du transfert de technologie dans les pays du Sud, et ça permettait du coup de faire un offset des émissions des pays du Nord. Donc dans la décennie, je dirais 2000-2010, il y a eu tout un tas de dispositifs qui se sont lancés là-dedans, avec malheureusement dans le lot un bon paquet de fraudes aussi, qui ont, je dirais, décrédibilisé une bonne partie de ces instruments. Alors il en reste un en France qui est très efficace, qui fonctionne bien et qui est bien réglementé, ce qui est les C2E, les certificats d'économie d'énergie, dans lesquels effectivement les obligés énergétiques, dans la loi c'est tous les gens qui vendent des sources énergétiques fossiles, donc on va trouver là-dedans tous les pétroliers, mais aussi tous les grands distributeurs. Vous avez dû être peut-être prospecté chez vous par des gens comme ça, qui poussent de l'économie d'énergie parce qu'ils sont obligés à la fin de l'année de venir prouver qu'ils ont contribué à des réductions des consommations énergétiques qui sont fixées par quota en fait, en fonction de leur taille sur le marché. Et cela existe toujours. Alors après, je ne peux pas tout vous détailler ici, mais il y a aussi celle évidemment de l'électricité verte qui existe encore aussi avec les certificats d'origine, sur lesquels moi je suis personnellement plus sceptique. Ouais. Et moi je voulais savoir en fait, quand on parle par exemple des PME, qui sont moins de 100, 150 postes et qui ne sont pas en stratégie, on va dire en stratégie RSE, comment on s'approche à eux? Parce que ça m'arrivait qu'on s'approche à eux, on les commence à parler des RSE, ils se sont dit non, on n'a rien, on n'a vraiment pas intéressé. De quelle façon on peut les aborder pour dire regardez, mais ça peut être un bon début sans les faire peur? Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas de recette magique. Plus la taille de l'entreprise est petite, plus ça dépend de la personnalité de son dirigeant en général. Donc on a parfois des accueils qui sont très bons et parfois des accueils difficiles. Je ne pense pas qu'on puisse les aider à faire la sensibilisation. Enfin, on peut les sensibiliser pour déclencher l'envie de faire. Le bilan carbone, ça vient en général après qu'on soit sensibilisé. Donc je dirais que la meilleure manière d'avoir une porte qui s'entrouvre, c'est avant tout que les gens ils comprennent les enjeux.
C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on a aussi un métier de formation sensibilisation qui passe par une autre étoile de constellation qui s'appelle Canopée et qui fait ça en fait. C'est-à-dire vraiment sensibiliser les gens, leur donner les clés de lecture pour qu'ensuite ça ait un sens de faire ce type d'exercice qui est à la fois coûteux en temps et en moyens financiers. Oula, beaucoup de questions en même temps. Je les prends dans l'ordre. Alors, madame, ici. Oui. Un ordre de grandeur ? C'est très très variable, ouais. C'est très variable. Ouais. Un bilan correct accompagné, ça commence à peu près à 15 000 € accompagné. Sans accompagnement, ça va être du soft cost en interne si les gens sont formés pour le faire. Et ça va jusqu'à pas loin d'une centaine de milliers d'euros pour des très grosses structures complexes, matricielles, avec des restitutions dans tous les sens. Voilà. C'est très dépendant aussi du niveau de restitution qu'on veut. Si on veut avoir une restitution qui est très élaborée, et si je veux savoir l'empreinte par business unit, par produit, c'est évidemment beaucoup plus coûteux à produire, à la fois en coût interne et en coût de conseil, que si je veux quelque chose de très simple qui me donne simplement l'empreinte globale de ma structure, quoi. Oui, allez-y. Oui, il y avait... Ouais. Ouais, alors un bilan en moyenne c'est 4 mois à peu près de délai entre le moment où en gros le mandat est donné et le moment où on restitue les résultats. Là je parle juste de la phase de mesure de tout à l'heure. Je ne vous parle pas du plan d'action évidemment derrière et de la mise en œuvre du plan d'action qui elle s'étale sur une durée beaucoup plus longue. Votre question, c'était les moyens humains aussi chez le client. Alors moi, j'ai un abac très simple que je donne à mes clients, c'est qu'en général, quand moi je passe une journée, ils en passent 2. Donc, comme sur un bilan, moi je compte à peu près 15 jours, ça veut dire qu'il faut que lui, il en compte 30. Et là, je vous parle d'un bilan simple, monosite et mono-entreprise, mono-activité. Voilà, ça donne un ordre de grandeur. Après, évidemment, comme tout à l'heure, la complexité augmente à mesure que j'ai des métiers différents, des axes différents. Oui, c'est inclus dans les 4 mois. Mais par contre, ça dépend combien de personnes il faut. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de frapper à la porte d'un cabinet de conseil carbone et de leur dire faites-moi le bilan carbone tout seul. Par essence, à un moment donné, il faut que l'information métier, elle passe des cerveaux des gens de l'entreprise au cerveau des consultants si on veut que ça fonctionne correctement. Et ça prend forcément du temps dans les cerveaux des gens de l'entreprise. Oui, allez-y. Non, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, et le numérique en est un, on repose beaucoup encore sur les données des constructeurs. Et les constructeurs, c'est des gens qui sont des entreprises privées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un domaine encore aujourd'hui suffisamment académique dans lequel on a une publication de manière revue par des pairs. Voilà, ça marche pas comme la science encore. Le sujet avance parce qu'on parlait des bases carbone et l'idée, évidemment, de plus en plus, c'est de faire rentrer ce type d'interlocuteurs dans l'élaboration des bases, que ce soit les chaires de recherche universitaires ou simplement la publication et la relecture par des pairs. Il se trouve que dans mon métier, il y a aussi des gens qui vivent de fabriquer des facteurs d'émission et que donc en général, ils sont peu amènes à divulguer la manière dont ils les ont élaborés. Donc tout ça contribue à une certaine opacité pour certains métiers. Il y a encore du travail à faire sur les facteurs d'émission, c'est évident. Alors par contre, il faut quand même savoir raison garder parce qu'on peut très bien faire un plan d'action très efficace avec un bilan qui est flou. Et la pire des erreurs serait aujourd'hui de se dire comme je ne peux pas mesurer suffisamment correctement, je passe les 5 prochaines années à mesurer précisément et je ne fais rien. Parce que le GIEC nous dit on a 3 ans, donc on n'a plus le temps malheureusement de ce luxe. Il faut maintenant accepter aussi que l'incertitude fait partie de la mesure carbone et que ce n'est pas si grave que ça. C'est beaucoup moins grave que dans un bilan comptable, par exemple. À la limite, si on a des doutes sur les facteurs d'émission, on peut travailler en pourcentage, en progression relative. Oui, vous pouvez. Simplement, il faut savoir que plus votre facteur est précis, plus il va vous donner de granularité dans le résultat et dans les leviers que vous avez à votre disposition. Si je reprends l'exemple des ratios monétaires, par exemple, ici, l'inconvénient du ratio monétaire, quand vous êtes en phase de plan d'action, c'est que vous avez acheté 10 000 € de service, vous multipliez par tant de CO2 par kilo-euro de service, et puis c'est marre, quoi. Si votre prestataire vous dit mais non, mais moi j'ai fait beaucoup d'efforts dans l'année pour améliorer mon empreinte carbone, mon kilo-euro de service il est moins carboné que la moyenne, avec votre facteur ratio monétaire, vous ne le voyez pas en fait. Vous n'avez pas moyen de le matérialiser.
Et c'est un des freins. Donc c'est là qu'on se dit avoir des facteurs d'émission plus précis, c'est utile. Tu veux compléter peut-être, Mathieu? Non, ça va. Ouais, tu veux remonter sur le... Non, allez-y. Je veux être sûr de... Peut-être tu veux répondre, sinon je vais répondre, mais en ayant relu ton slide. Ouais, bien sûr, c'est juste la combustion, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Non, en fait, là, ça, c'est un facteur qui quantifie la combustion. En fait, un facteur d'émission, ça se décompose en différentes étapes, et là, c'est uniquement la combustion. Donc, effectivement, sur cette étape, il n'y a pas de combustion. Par contre, évidemment, il y a l'énergie grise de fabrication du panneau, fabrication de l'éolienne, etc., bien sûr. Oui. Est-ce que vous travaillez toujours par unité produite, kilowattheure, ou ça peut être par voiture, et quand on veut améliorer un bilan carbone, il n'y a pas que l'unité produite, il y a aussi le nombre d'unités qui sont vendues. Comment on fait quand on veut optimiser un bilan carbone et que la conclusion c'est vendez moins de produits? Ouais, alors attention, hein, là, quand on vous disait un nombre d'unités, c'est ce qui rentre en général. Hein. L'unité produite, ça s'appelle le bilan produit, c'est encore une étape d'après. C'est-à-dire que j'ai fait le bilan de l'organisation et ensuite on me demande de le décliner par produit. C'est quelque chose qui est faisable, hein, mais c'est une étape supplémentaire. Là, je parlais des unités qui sont les unités qui rentrent dans mon modèle économique. J'achète, voilà, j'achète, exactement, des briques. Alors après, pour répondre à votre question, non, à l'évidence, le bilan carbone n'a pas trouvé la recette magique pour faire comprendre aux dirigeants qu'en fait, la meilleure solution, c'est de décroître l'activité. Si je reprends une citation assez désagréable de Jean-Marc Jancovici d'il n'y a pas si longtemps, la cible de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qu'on devrait mettre en œuvre maintenant, c'est 5% par an, hein, c'est un Covid par an, c'est, je le cite, férocement récessif. Voilà. Donc il faut trouver comment est-ce qu'on répond à ça. La question, c'est plutôt de se poser ensemble pour se dire qu'est-ce que je peux continuer à faire, à développer, qu'est-ce qui a encore du sens, et comment je fais des transferts avec le temps que j'ai de moins en moins entre mes activités qui sont plutôt intenses en carbone vers des activités qui sont beaucoup plus neutres et beaucoup plus respectueuses des écosystèmes. Tout un sujet. Alors on en prend une dernière. Une dernière là-bas au fond, parce que j'ai pris que des questions devant. Allez-y. Oui. Ah ben on en rêve. On en rêve. Moi je me lève, j'y pense tous les matins en me levant. Ça c'est clair. Le jour où on aura fait rentrer les données carbone dans les dashboards aussi précisément et aussi fréquemment que le sont les dashboards financiers, on a gagné. Mais la question, c'est comment on arrive là. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire l'aller-retour. Il faut être capable d'alimenter les moteurs de calcul carbone comme celui qu'on développe hein, chez Impact, calculer avec ce moteur une empreinte, et puis ensuite être capable de remonter cette empreinte aux endroits pertinents de la business intelligence de l'entreprise, en fait, hein, pour que l'ensemble des décideurs puissent prendre des décisions éclairées, pas seulement par des indicateurs de performance ou des indicateurs économiques, mais aussi des indicateurs climatiques. C'est un vrai sujet. Merci pour votre attention. Je suis désolé, on est en time out. Merci beaucoup.